Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Noëlle Le Forestier, je suis conseillère de morale laïque. J'ai fait la formation à la FAMD et je travaille uniquement à la prison des femmes à Arronne. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu une visite un peu type pour voilà, que vous puissiez un peu vous intégrer l'esprit de la prison et puis ensuite voilà, répondre à vos questions. Donc voilà, moi je vais le dimanche à la prison. D'abord parce que je travaille encore, donc c'est un peu le seul moment de disponible. Et c'est aussi une réflexion qui est arrivée parce que... Merci. Parce que je me dis que le dimanche, c'est le jour où il n'y a pas d'activité, c'est le jour des visites. Pour les femmes qui ont des visites, elles reviennent en me disant voilà, j'ai eu des visites, j'ai vu un tel, on peut échanger. Et celles qui n'ont pas de visite, alors je passe un peu de temps avec elles. Alors je processe de cette façon. Quand j'arrive, je prends toujours le temps d'aller voir les agents, de parler avec les agents, de demander s'il y a des nouvelles arrivées, s'il y a des femmes que je dois voir en particulier. Je prends aussi le temps de me présenter aux agents qui viennent, qui sont nouveaux, parce qu'à la prison d'Arronne, en tous les cas, dans la prison des femmes, il y a un turnover important des agents, des jeunes agents qui rentrent et qui ne restent pas, parce qu'ils ne sont pas formés, tout simplement. Et donc, ça, c'est un peu compliqué, parce que la dernière anecdote de ce week-end, je me présente à un agent, et je lui dis donc que je suis conseillère de morale laïque, et il me dit « Ah bon, c'est quoi ça ?» Donc je lui explique et il me dit « Ah ça alors, c'est nouveau alors !» Et donc voilà, je lui ai réexpliqué ce que je faisais. Et donc après, voilà, je vais dans les différentes... je vais à la prison. Une fois que j'ai la liste, je vois un petit peu the check qui je dois aller voir ou pas. Je vais dire, assez souvent les mêmes femmes parce que il y a une femme qui est un peu, je vais dire, entre guillemets, je le dis comme ça, un peu la concierge. Et donc, il va me dire un peu ce qui se passe en prison. Elle me dit, tiens, il y a une nouvelle, il faut aller la voir, parce que tu sais, elle est arrivée, voilà, à une situation, une jeune fille qui est arrivée, elle avait rien. Quand je dis rien, c'est rien. Pas un stylo, pas de quoi changer, rien, absolument rien. Et cette jeune fille aimait dessiner. Donc je vais voir les agents, je dis voilà, est-ce que vous pouvez pas me donner des crayons de couleur pour... non, il n'y avait pas de crayons de couleur. Donc voilà, ça c'est un exemple comme ça. Alors je suis face à des situations de détresse parfois, des femmes qui sont là, qui ne savent pas pourquoi, qui ne comprennent pas pourquoi. D'autres, par exemple, je suis 2 femmes très régulièrement qui ont une très longue peine, qui sont là pour 23, 25 ans, qui m'apprennent beaucoup. Alors en prison, on apprend 2 choses. On apprend que la notion du temps n'est pas la même que celle de l'extérieur, et on apprend aussi beaucoup l'humilité. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, qu'on se dit « Ah, je peux prendre ma douche, je peux manger ce que je veux, je peux faire ce que je veux », je vous assure, ça n'a pas de prix. Alors imaginez-vous une cellule de, je ne sais plus si c'est 7 ou 9 mètres carrés, la norme, je crois que c'est 7. Je me suis trouvée une fois, je vais en cellule, je vais dans les cellules avec les femmes. L'agent met la sécurité ou pas parfois, mais bon, voilà, en général, il la met. Et là, il y avait un problème, donc toutes les cellules sont fermées. Donc je me suis retrouvée enfermée avec une dame dans sa cellule, et là, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Là, je suis là, moi, 20 minutes, elle est là tout le temps. Il n'y a rien dans les cellules. Elles ne peuvent même pas accrocher au mur des photos, parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir de papier collant. Donc il y a tout un système avec le dentifrice, il paraît ça marche très bien. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Mais bon, voilà, il faut se mettre là, c'est du béton, c'est froid, oui, voilà, elles sont enfermées, c'est vraiment l'enfermement physique et psychique. Alors moi, ce qui m'a interpellée à la prison d'Arronne, c'est que beaucoup de femmes me disent que c'était bien mieux quand elles étaient à Berkendal, à Lantin ou ailleurs, parce qu'il y avait une vie, parce que ça vivait.
et que Aaron, ça ne vit pas. Donc en plus de l'enfermement, il y a une espèce de, entre guillemets, de mort comme ça. Pourquoi? Parce que les femmes ne se retrouvent plus. Elles sont par unité. Et donc par exemple, si l'unité 614 sort au préau, l'unité 613 ne va pas sortir. Et donc elles sont enfermées dans leur cellule, mais aussi dans leur unité. Et ça, c'est un peu un double enfermement pour elles, parce qu'en fait, elles se connaissaient tous de Kundal, par exemple. Et voilà, alors moi, je me dis, la cellule, c'est bien, elles ont la télé, elles ont un micro-ondes, elles ont un frigo, elles ont leur douche, elles ont... Mais non, c'est pas bien pour elles. Elles préféraient être dans une cellule où il n'y avait pas tout ça, mais où, voilà, elles pouvaient se retrouver, elles pouvaient partager, elles pouvaient... Alors, la prison des femmes de Aaron, c'est une prison ouverte. Donc, il y a des moments où les portes sont ouvertes, elles peuvent sortir. Et donc, là, elles se retrouvent ensemble. Alors, ça reste aussi très clanique. Hein. Les Roms vont rester ensemble, les Blacks vont rester ensemble, les détenus de telle peine vont être ensemble. Enfin, c'est très, très particulier. Et c'est très fermé, là encore. Elles ne se mélangent pas. Et d'ailleurs, on me dit, là, tu ne peux pas aller parce que c'est les Roms, elles ne vont pas vouloir. Hein. Et donc, oui, il faut apprivoiser les femmes, il faut aller doucement, il faut aller en douceur. Mais une fois que la douceur est installée, le lien est installé, je trouve que... Voilà, moi j'ai envie de vous partager un échange que j'ai avec une détenue qui est une criminelle et qui me dit, qui ne sort pas du tout. Elle ne va jamais au préau. Quand elle peut travailler, alors ça aussi... C'est toute une histoire, le travail, parce qu'elles doivent s'inscrire. Mais il n'y a pas forcément de place. Comme m'a dit Aurore tout à l'heure, il y a aussi parfois des privilèges, parce que si c'est tel agent qui est là, il va plutôt mettre telle dame. Donc c'est très compliqué, elles ont vraiment besoin de cet argent, vraiment. Donc quand elle peut aller travailler, elle travaille, mais bon, elle ne sort pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle tisse des perles, ou elle tricote. Alors elle tricote... Voilà, je sais pas, elle a fait à la moitié d'un pull, je lui dis, waouh, c'est super, vous avez avancé, puis c'est Pénélope. J'arrive la fois d'après, elle a tout détricoté, parce que, voilà. Et elle s'est trouvée un week-end sans télévision et sans téléphone. Juste dans sa cellule, donc voilà, j'ai été voir l'agent, qui était vraiment quelqu'un de très sympathique, très gentil, qui m'a dit, j'ai vraiment tout essayé, voilà, je sais pas, j'arrive pas. Elle m'a dit... Marie-Noël, elle dit, voilà, je sais pourquoi je suis ici. Et voilà, je dois payer, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais là, si je n'ai pas de télé, je suis très émue, elle me dit, je demande l'euthanasie. Elle dit, je ne pourrais pas. Elle dit, parce que la télé, pour moi, c'est la nature que je fais rentrer dans ma cellule. Parce que j'adore les animaux, j'adore... Elle dit, je ne pourrais pas. Et elle dit, je te le dis, je demande l'euthanasie. Moi, je me suis dit, mais quelle souffrance, quoi. Comment c'est... Alors après, je peux aussi comprendre le préau. Alors les préaux à Aaron, c'est un espace, je ne sais pas quelle surface ça fait, c'est du béton. Et il y a 2 ou 3 arbres au milieu, c'est tout. Donc quand il a fait les chaleurs qu'il faisait là, elle sortait pour le préau, c'est 2 heures de préau, c'est 2 heures de préau. Elles ne peuvent pas remonter. Hein. Elles sont obligées de rester là. Donc c'est voilà, c'est vraiment... Donc il y a comme ça des moments avec les détenus qui sont vraiment très très intenses, dans une souffrance extrême. Et je pense que la majorité des agents essaient de faire leur travail, mais ils sont pas formés, quoi. C'est vraiment dramatique. Ils sont pas formés. Parfois j'arrive le dimanche, je ne sais pas si on va m'ouvrir les cellules ou pas, parce que parfois il y a un agent pour les 2 unités. Et donc, ils ne peuvent pas m'ouvrir, partir, aller sur l'autre unité, revenir. Donc, c'est vraiment... Elles sont emprisonnées, mais elles ont des doubles et triples peines, j'ai envie de dire, parce que le fonctionnement ne suit pas. Donc, voilà, j'essaie de voir un maximum de femmes. Il y a un pilier de femmes, j'ai envie de dire, que je vois tout le temps. Et les nouvelles, j'essaie d'aller les voir et de faire toujours le lien. Je travaille avec une autre collègue qui est aussi bénévole en disant, ben voilà, ma collègue vient lundi, vous pouvez aller la voir, je vais l'appeler, je lui dirai de passer vous voir. Donc j'essaie de faire le lien comme ça.
je trouve que les femmes, quelque part, font aussi preuve d'humilité, c'est-à-dire elles ont bien compris que, voilà, moi, je ne pouvais rien leur donner, rien leur apporter. Donc, je ne suis jamais sollicitée. Si on va me dire, ah, c'est l'anniversaire de ma petite fille, je n'ai pas de carte d'anniversaire. Bon, ben, je vais acheter une carte d'anniversaire, j'apporte, mais je ne suis pas sollicitée plus que ça pour me demander. Voilà. Je suis par contre interpellée parce qu'il y a un trafic de drogue à Aron, pas possible. Moi, je suis arrivée un week-end, excusez-moi, mais elles étaient toutes éclatées, quoi. C'était impressionnant. Alors, après, voilà, elles vont m'expliquer plus ou moins comment ça se passe, mais c'est pas très intéressant de le dire ici, je pense. Mais ça, c'est interpellant aussi, de se dire, mais comment ça se fait que dans ce milieu soi-disant protégé, elles sont confrontées encore à des choses difficiles, quoi. Et alors, autre chose qui m'a aussi très interpellée, donc je ne sais pas si vous situez à Aron, c'est complètement en dehors de Bruxelles. Et donc une détenue me dit, ben voilà, je dois aller à ma visite à l'extérieur voir ma psy, mais je ne sais pas comment y aller. On ne m'a pas expliqué, je ne sais pas comment faire, donc voilà, je lui explique le bus. Là. Mais elle me dit, mais j'ai pas de ticket de bus. Et je lui dis, ben... Mais non, on paye tout par carte, on paye tout. Donc, on ne lui avait rien expliqué. Et elle n'avait même pas un ticket pour prendre. Et donc, elle me dit, c'est quelqu'un très enjoué, comme ça, elle dit, oh, elle dit, moi, c'est pas grave. Hein. Elle dit, je rentre dans le bus, je sais pas payer. Moi, je vais voir le chauffeur, je lui dis, je sais pas payer, je viens de la prison, voilà. Et donc, le chauffeur lui dit, bah, si vous êtes contrôlé, c'est pour vous. Elle lui a dit, bah, c'est pas grave, elle dit, la prison va payer, hein. Et je trouvais ça, et je me dis, elles ont même pas de billets, quoi, de tickets pour prendre le bus. Donc déjà, on les met dans une situation, voilà, de fraude. Donc, voilà. Maintenant, je pourrais vous raconter plein d'histoires comme ça, qui m'ont touchée ou qui m'ont aussi interpellée. Une qui m'a fort interpellée, c'est quand j'essayais d'expliquer à une patiente, des formations professionnelles, à une détenue qui j'étais, ma fonction et qu'est-ce que c'était, parce que très souvent quand je dis que je suis conseillère de morale laïque, elles me disent « Ah, c'est comme le culte ». Très souvent, elles font. Alors donc j'explique et elle avait du mal et je dis « Mais moi, je crois en l'être humain ». Et alors, elle est sortie de sa cellule, elle a dit « La dame là, elle croit en nous, elle croit en nous ». Et ça, je me dis oh, c'est un cadeau, quoi. Et donc, je lui ai expliqué, je ne suis pas dans le jugement. Je ne sais jamais ce qu'elles ont fait. Alors, au fil du temps, elles vont me dire ou elles vont me laisser deviner, mais elles ne vont pas me dire, voilà. Et ça, je trouve que c'est super aussi, parce qu'il n'y a vraiment aucun préjugé. Et par rapport à ça, je peux donner un petit exemple. Je vais voir une jeune fille qui venait d'arriver dans sa cellule. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de télé, il n'y avait plus de micro-ondes, il n'y avait plus de frigo, il n'y avait plus rien. Là, je lui dis, bah, comment ça se fait qu'il n'y a rien dans votre cellule? Je dis, toutes les autres cellules, il y a un micro-ondes, il y a un frigo, il y a une télé. Elle me dit, mais je ne sais pas, non, je ne comprends pas. Et moi, de bonne foi, je dis, bah, écoutez, je vais voir l'agent, parce que je dis, allez, quand même, si vous pouvez vous faire réchauffer un petit café, tout ça. Et là, l'agent me dit, donc je vais expliquer à l'agent, il me dit, ah, c'est madame machin. Je dis, oui. Ah, mais elle me dit, elle a tout cassé. Mais elle ne m'avait rien dit, et donc moi, je suis retournée la voir. Je n'ai rien dit, je dis, ah ben, il faudra revoir avec l'agent. Mais bon, voilà, il faut prendre les femmes où elles sont, pas essayer de comprendre, pas essayer de s'impliquer. Et je pense que voilà, moi, je me dis, c'est juste, moi, je donne 4-5 heures de mon temps, c'est rien par rapport à ce qu'elles vivent et aux peines qu'elles ont. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vous laisse maintenant me poser des questions parce que je pense que ce sera plus vivant et plus... Oui. Pardon. Bonjour. Bonjour. Nous, quand je dis nous, c'est pas parce que je m'appelle Alain Delon, ça n'a rien à voir. J'ai souvent entendu les agents ne sont pas formés. Ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays? Alors moi, j'ai pas de réponse à ça, mais encore dimanche passé, je parlais avec une agent qui est toujours à l'accueil et je lui dis voilà, c'est toujours vous qui êtes là, vous n'êtes jamais avec les détenus. Elle me dit mais écoutez non, parce que moi, ça fait 3 ans que je travaille
Et j'ai pas de formation parce que alors moi je sais pas, c'est sûrement peut-être un peu politique ou je sais pas s'il y a de l'argent ou pas. Alors après je vous laisse la parole, mais moi quand je les entends, parce que vraiment il faut prendre le temps de parler avec les agents, parce qu'une fois qu'ils nous connaissent, qu'ils nous font confiance, je veux dire, moi j'ai vraiment aucun problème, mais ils viennent de tous les horizons, quoi. Là, je parlais avec une jeune femme, elle était vendeuse avant. Oui, ils viennent vraiment de tous les horizons, mais je parlais avec un jeune agent, là, celui qui était étonné de savoir que la laïcité existait. Il me dit, moi, j'étais ambulancier, donc il dit, je me sens prêt. Il dit, moi, si je dois rentrer dans une cellule qui a eu une tentative de suicide, ça ne va pas me faire peur. Et il me disait, ben là, on a un collègue, il y a eu une situation, je pense, un peu difficile qui s'est passée. Ben, il n'est plus revenu. Mais voilà, après, je ne sais pas. Les raisons, je ne les connais pas. Mais justement, la formation, c'est un gros problème et c'est en grande partie lié en fait au manque d'agents qu'il y a. Donc il y a énormément de postes ouverts pour des agents et on ne trouve pas assez de personnel pour remplir tous ces postes-là. Et dans les postes qui sont remplis, il y a quand même pas mal d'absentéisme. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les agents, dès qu'ils arrivent, ils sont tout de suite mis sur le terrain, parce que la prison doit tourner. Et donc, il y a des formations qui sont organisées. C'est prévu en plusieurs modules à chaque fois 3 semaines. Mais donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils font que vraiment le module de base, qui, lui, est axé sur la base de leur métier, c'est-à-dire procédure de base, la sécurité pour vous, pour vos collègues et pour les personnes détenues. L'ordre peut varier en fonction de certaines préférences, mais voilà. Mais c'est vraiment très, très orienté sur la sécurité et sur ce qu'ils peuvent et pas faire, mais juste pour être opérationnels sur le terrain. Et donc, il y a un grand travail de l'administration pénitentiaire pour élargir cette formation, mais on parle d'une quinzaine de semaines sur le total, pas plus. Mais en fait, les 2e et les 3e modules où justement on va beaucoup plus axer ça sur les interactions sociales, sur comment suivre des personnes en situation de vulnérabilité, sur la question de la diversité, tout ça en fait ça ne suit pas parce que les agents doivent rester sur le terrain et il n'y a aucun directeur de prison qui dit ah oui mais c'est bon, je peux me passer de 50 agents. On ne peut pas se passer de 50 agents n'importe où, donc il y a vraiment un très très gros problème à ce niveau-là. Et puis il faut aussi dire que la compétence de base pour devenir agent pénitentiaire, il ne faut pas avoir de diplôme universitaire ou d'autre école. On a un diplôme de secondaire et ça suffit. En fait, on apprend sur le terrain. C'est ça que la plupart des agents m'expliquent. À Rennes, surtout au début, ils étaient arrivés là, personne ne savait de quoi. Il n'y avait pas encore de procédure parce que cette prison a ouvert beaucoup trop tôt. Et donc chacun a pu essayer de faire au mieux qu'il pouvait, mais donc parfois c'était assez arbitraire. C'est pas partout comme ça. Je donne souvent l'exemple de la Norvège où là, en fait, pour devenir agent pénitentiaire, on suit une formation de avant 3 ans, maintenant 2 ans, mais c'est l'équivalent d'un bachelier. Et donc là, forcément, il y a une autre mentalité où là, justement, on travaille beaucoup plus sur le fond et les personnes qui arrivent là sont quand même censées avoir certaines compétences au-dessus de nous. Mais chez nous, il y a vraiment un gros problème avec un énorme nombre de détenus et les prisons qui doivent tourner, quoi. Voilà. Je voudrais parler aussi, parce que vous avez parlé que la prison d'Aaron, c'était une prison où on accueillait mères et enfants. Alors là, au niveau de la structure de la conception de la prison, autant à Berkendal, il y avait un espace pour les mères, enfants, j'ai envie de dire une grande pièce où on pouvait mettre le petit lit et tout ça. Là, maintenant, il y a une maman qui est là avec son bébé. C'est 2 cellules avec la porte au milieu et on peut ouvrir la porte. Mais il n'y a pas de place pour mettre une table allongée, pour mettre un lit, pour mettre toutes les affaires pour le bébé. Donc, voilà, ça c'est très compliqué. Et au niveau même sécurité, ce petit garçon qui est là, qui va rester jusqu'à 3 ans si sa maman n'est pas libérée avant, il n'y a pas de sécurité. Cet enfant, il ne peut pas se promener comme ça sur l'unité tranquillement parce qu'il y a les escaliers. Il y a donc ça aussi, ça pose là maintenant, j'ai envie de dire, on est dedans et ça pose un gros problème. Alors qu'à Berkendal, il y avait oui, plus c'était vraiment un espace. Il y avait une nurserie un peu, il y avait un espace pour la mère, enfant. Mais alors, il y a quand même une vraie solidarité parce que cette maman, par exemple, il y a une femme d'une autre cellule qui a su qu'elle arrivait avec son bébé, qui a dit « Ah, mais moi, je veux bien être l'aidante, parce qu'elle peut avoir une aidante. » Donc, elle a déménagé de sa cellule pour aller de la 613 à la 614, enfin, bon, peu importe, pour aider cette maman. Parce qu'elle avait déjà l'expérience, qu'elle avait vécu ça, et et c'est elle qui dit aux agents, ça va pas.
Elle dit, il y a une table allongée, là, elle dit, les agents, ils ne savent pas la monter. Elle dit, ils n'ont plus qu'à me donner les clés. Hein. Elle dit, moi, j'ai déjà monté des tables allongées Ikea. Elle dit, je vais le faire. Hein. Mais voilà, il y a une table allongée qui n'est pas montée, quoi. Et je trouve que ce n'est pas à la détenue de le faire. Et je pense que là aussi, je ne veux pas défendre du tout les agents, mais ils n'ont pas le temps, quoi. Dimanche passé, il y en avait un pour 2 unités. Il était charmant, mais bon, voilà, ils ne savaient pas. Elles se débrouillent, je ne sais pas comment elles font là. Il n'y a pas un forfait de prise en charge de l'enfant à voir avec le... Oui, elle vient d'arriver, oui, l'ONE n'était pas encore venue, donc elle venait d'arriver, parce qu'en fait elle avait été libérée à la suite de son accouchement, mais elle a commis un nouveau délit, donc elle est revenue à la case départ, quoi. Donc je pense que les choses n'étaient pas encore mises en place, ça c'est vraiment du tout frais, quoi. Mais au niveau de l'infrastructure, moi je suis allée dans la cellule... Voilà, on ne sait plus bouger, quoi. Avec le petit lit, on ne sait plus bouger, quoi. D'autres questions? Je voulais savoir comment ça se passe si les détenus subissent des violences de la part des agents et des agentes. Alors, à qui elles vont se plaindre? Alors, je pense qu'il y a quand même du personnel, les psys, les assistantes sociales à qui elles peuvent parler. Je pense aussi qu'entre elles, enfin moi je pense à une détenue là, qui connaît bien la prison, le système, celle qui est assez meneuse, je trouve de façon plutôt positive, qui va mettre des choses en place. Ben, elles font un billet de rapport. Moi j'ai aidé une femme une fois qui a vu une violence à faire un billet de rapport. J'ai été moi-même le remettre à l'agent qui va alors faire remonter à la direction et... Il y a encore d'autres options aussi. Donc en effet, voilà, il peut y avoir de la méfiance d'en parler à un autre agent parce que voilà, forcément les agents, ils sont très soudés entre eux aussi en général et ça se comprend vu la difficulté de leur métier, mais dans ces situations-là, c'est compliqué. Mais donc, les détenus peuvent aussi toujours directement écrire à la direction. Ça, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Il y a aussi la commission de surveillance, par exemple, qui peut intervenir. Bon, là, il faut qu'il y ait une relation de confiance aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais quand il y a eu violence, une détenue peut aussi toujours porter plainte à la police. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on est détenu qu'on n'a pas ces droits-là. Par contre, elles ne savent pas elles-mêmes appeler la police. Donc là, il faut passer par un intermédiaire et il faut voir qui alors est la meilleure personne. Mais alors, ça peut être la direction, etc. Mais bon, le problème, c'est souvent aussi prouvé. Parce que c'est souvent une version contre une autre, et quand c'est en cellule, il n'y a pas de caméra en cellule par exemple, donc allez-y pour prouver qui que ce soit. Je crois que le numéro de la police est bloqué. Le 112 est bloqué, oui, parce qu'on a déjà eu, oui, à Rennes par exemple, quelqu'un qui entendait qu'une autre personne avait un malaise, et ils ne savent pas appeler eux-mêmes directement, ça doit passer par le personnel. Ouais. Mais donc, elles ne perdent pas leur droit de porter plainte, mais c'est nettement plus compliqué parce qu'en fait, sa difficulté en prison on dépend pour tout de l'institution et du personnel pénitentiaire. Et donc, tout prend plus de temps. Et parfois, il y a des blocages qui font que certaines préfèrent pas porter plainte aussi. Donc, c'est souvent un choix personnel. Oui. Alors, moi, je vais parler de qui je suis. Donc, moi, je suis Alain Boucher et j'ai travaillé pendant quelques années avec, et j'ai notamment croisé Valérie, comme coordinateur local et comme responsable du service d'aide aux justiciables à la prison de Mons. Et je suis actuellement référent pour une équipe mobile trajet de soins internés qui intervient donc au niveau des annexes pénitentiaires pour accompagner les personnes en libération à l'essai et notamment le public féminin. Alors, sur la question des violences en prison, effectivement, la commission de surveillance est en général la bonne personne ressource, puisque c'est un organisme qui est tout à fait indépendant des prisons, qui a sa place via la justice, donc ils ont une fonction très, très particulière, et eux peuvent effectivement faire remonter toutes les plaintes auprès de la direction, et la direction a l'obligation de les entendre et d'analyser les plaintes qui sont déposées par les détenus via la commission de surveillance. Donc c'est souvent par là que les choses peuvent se régler quand il y a des tensions. Je me souviens de problèmes à la prison de Mons, et effectivement la commission de surveillance est intervenue. Il y a eu un dépôt de plainte qui a pu être fait au niveau de la police, et l'affaire a pu suivre son cours. Voilà. Alors, on va revenir sur la question de la mixité et des activités
qui peuvent être mixtes. Alors je vous parle d'une période qui n'est plus celle que je connais maintenant, puisque c'est au milieu des années 2000 où moi je travaillais en prison, et j'ai deux exemples. Il y a d'abord la possibilité qu'il y a eu au niveau de la prison de Mons de créer un jury pour le festival du film de Mons. Il y a participé effectivement, et c'était une activité mixte. Pardon. Il y a eu d'autres choses comme ça qui ont été des activités mixtes. Il y a eu un moment de rencontre avec Patti Smith, par exemple, qui était aussi un moment d'activité mixte. Il y a effectivement, là je vous rejoins tout à fait, puisque dans le jargon on appelle ça le quartier femme, hein, quand on est à la prison, il y a le quartier homme, le quartier femme. Pour que les dames puissent avoir accès à différentes activités, elles devaient traverser toute une aile de la prison, ce qui permettait effectivement soit d'avoir des échanges avec les détenus masculins, soit de subir ces échanges, ça, c'est un fait, puisqu'elles doivent traverser toute une aile. Voilà. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des activités à l'époque sportives pour ces dames, qui étaient les mêmes que les activités sportives pour les hommes, mais elles n'étaient pas au même moment et pas mixtes. Qu'est-ce que je me souviens encore aussi, il y a eu à l'époque plusieurs mamans qui ont donné naissance à leurs enfants. Donc là, ça se fait dans l'hôpital sécurisé à Bruges, et puis elles reviennent. À l'époque, elles revenaient à Mons, et là, c'était une maman dont la maman elle-même était incarcérée, donc c'est elle qui était aidante. Et le privilège, entre guillemets, qu'elle avait, c'est d'avoir une cellule seule pour pouvoir élever son enfant, avec le soutien de la grand-mère de l'enfant et sa maman. Il y a eu d'autres expériences. On sait aussi que très très rapidement, on essaye que l'enfant puisse aller en crèche à l'extérieur pour lui donner un peu accès. Et parce que, effectivement, les agents pénitentiaires ne sont pas formés, les agentes ne sont pas formées, et c'est assez compliqué d'être à la fois maman, d'être à la fois agent pénitentiaire et de voir un enfant se développer en prison pendant ces 3 premières années, puisque c'était à l'époque ce qui était prévu. Voilà. Je voulais juste apporter ces quelques précisions. Merci beaucoup pour ça. Je vais juste rebondir sur la question de l'enfance aussi, parce que voilà, je sais qu'en effet, ça c'est un sujet qui intéresse souvent beaucoup, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les enfants qui grandissent en prison, c'est le seul milieu qu'ils connaissent, et donc ça vient faire que si en effet elles n'ont pas ce contact avec la crèche, on a des enfants qui sortent à 3 ans et qui n'ouvrent pas de porte, tout simplement parce que les portes en prison, ils ne les ouvrent jamais eux-mêmes. Enfin voilà, ça a un réel impact. J'ai eu des mamans qui me racontaient que le premier mot de leur enfant, c'était « appel », parce que c'est ce qui est crié par l'interphone, appel, appel, et c'était le premier mot de cet enfant. Donc voilà, il y a toute la question de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt de la mère aussi, bien entendu. Et souvent, en effet, ce contact avec l'extérieur va être favorisé justement pour avoir quand même des contacts dans le monde à l'extérieur aussi pour cet enfant qui sont dans une situation compliquée, qui devrait être avec sa mère, mais qui ne devrait pas lui-même être incarcéré aussi. Donc ça, voilà, peut-être sujet d'un autre colloque, mais voilà. Enfin, il faut dire que c'est vraiment certains cas particuliers, ça arrive quand même très peu, mais pour ceux qui arrivent, sont quand même des expériences qui vont les définir à vie quelque part, parce que ce sont vraiment les moments de fondation de leur vie, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai pas l'expérience que j'ai, c'est le dimanche. Ce que je me rends compte en tous les cas, c'est que c'est toujours les mêmes qui ont des visites. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément incarcérées sur leur lieu de résidence, hein, donc c'est loin de venir, je ne sais pas, de Mons rendre une visite sur un dimanche après-midi. C'est vraiment compliqué, ça coûte cher aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des familles qui sont précarisées, c'est des familles où parfois, moi je pense à une détenue, elle était à Rennes et son fils était à Lantin.
Et donc, voilà, pour la famille, c'était vraiment compliqué. Moi, je trouve, en tous les cas, que le dimanche, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de visites. Voilà, mais je ne sais pas si c'est dû à la situation géographique, mais aussi je me dis, par exemple, je pense qu'il y a des femmes qui sont incarcérées et c'est les parents, je dis souvent les mamans parce qu'elles parlent plus souvent des mamans que leur papa, je ne sais pas où il est, mais qui vont garder les enfants, donc venir le dimanche, il faut venir en train, payer le train pour 3-4 personnes, et puis quand on arrive, je sais pas, à Gare du Midi, Gare du Nord, pour venir à Arronnes, il faut encore, je pense, 1 heure, enfin, au moins 3/4 d'heure. C'est compliqué, quoi. Venir en taxi, je pense que c'est hors de prix. Donc, moi, je trouve, de ce que je vois, en tous les cas, il n'y a pas beaucoup de mouvements le dimanche, de visites, de femmes qui me disent, c'est toujours les mêmes, et c'est plutôt des jeunes femmes qui sont alors là incarcérées pour des faits de drogue, de choses comme ça, et qui ont de la visite. Mais les femmes qui sont là depuis plus longtemps, je trouve qu'elles n'ont pas de visite, quoi. Mais bon, c'est... Oui, en effet, ça c'est très clair. Hein, quand j'étais à Saint-Gilles, à un moment donné, je me souviens que donc Saint-Gilles, c'est une prison exclusivement pour hommes. Il y avait au moment des visites une file interminable de femmes devant la façade de Saint-Gilles, chose qu'on ne voyait pas à Berkendal, la prison des femmes par exemple. Hein, voilà, donc ça c'est quelque chose de très marqué. Les visites par contre qui ont lieu et auxquelles il y a des bénévoles qui font vraiment un travail remarquable, notamment du relais parents-enfants, sont les visites avec les enfants. Ça c'est quand même quelque chose qu'elles essayent beaucoup de favoriser, qui ont lieu je crois le mercredi après-midi. Mais donc là, il y a vraiment des bénévoles qui mettent en place des moments où justement les enfants peuvent aller voir leur maman ou leur papa, hein, pour autant. Mais ça, c'est souvent la visite que les femmes trouvent le plus important. Mais il faut savoir que ces visites-là, c'est parfois compliqué aussi. Je me souviens au début de Arronnes, j'avais des femmes qui me racontaient « J'ai acheté des œufs, j'ai acheté de la farine, j'ai acheté du chocolat, j'ai réservé la cuisine, j'ai fait un cake pour mon enfant. » Et je ne peux pas le prendre avec, en fait, parce que les enfants ne peuvent pas sortir avec quelque chose qui a été fait à l'intérieur de la prison. Donc, même si c'est une rencontre, il y a parfois encore certaines choses qui sont dues à l'organisation de la prison qui rendent cette visite douloureuse, et surtout le moment de dire au revoir est parfois très douloureux aussi. Mais en effet, moins de visites de leurs partenaires. Il faut savoir que ces femmes sont souvent dans une situation d'isolement social aussi. Il y a des mamans solo, il y en a pas mal aussi. Ou bien la recherche de Valentine a aussi démontré que pas mal de femmes qui commettent des délits les commettent sous emprise de leur partenaire, qui alors se trouve lui-même détenu aussi. Et donc là, si on a la grande malchance en effet de se retrouver dans une autre prison que son partenaire, là on ne se voit pas. Si c'est au sein de la même prison, il y a l'organisation de visites qu'on appelle des visites internes, donc entre personnes détenues, où là alors il y a certains moments où des hommes et des femmes peuvent alors avoir une visite, mais ils doivent demander ça, ils doivent prouver que c'est une relation sérieuse, et c'est à table, hein, on se comprend bien. Donc en effet, moins de visites dues à plein de facteurs, et en effet la géographie joue un très très grand rôle, parce que c'est vrai qu'arriver à Arronnes ou à certaines Lantin, c'est le parcours du combattant, et faire ça avec des enfants, c'est quand même compliqué. Et peut-être juste pour compléter, il y a aussi le fait qu'il y a une stigmatisation beaucoup plus forte des infractions commises par les femmes que chez les hommes, et donc un homme qui commet une infraction qui est détenu, les proches vont continuer à venir, sa mère va venir, sa femme va venir, sa sœur va venir, les enfants vont venir, ça va être organisé, ce qui est beaucoup moins le cas chez les femmes, il y a une projection sociale sur la déviance entre guillemets chez les femmes qui est beaucoup plus forte, et donc elles vont beaucoup plus vite être abandonnées par leurs proches, en premier lieu par leur conjoint, hors incarcération de celui-ci, parce que avoir une femme dans son entourage qui est en prison, c'est très très mal vu, et donc elles sont beaucoup plus isolées aussi, au-delà de toutes les contraintes géographiques qui ont été citées. Moi, je voulais poser une question. Qui est sensible de cette maltraitance? Maltraitance, c'est en un mot, maltraitance en deux mots, parmi les édiles communaux, à partir de votre exposé, la construction déjà, et ce qu'il en est du bâtiment, et des rencontres que notre conseillère laïque organise, etc. Qui est sensible dans notre monde politique, à tous les niveaux, communautaire, national? Voilà. Qui vous écoute? Parce que nous sommes ici tous sensibles, bien entendu, et on a envie de se battre et de combattre et d'avancer, et de vous soutenir et de faire quelque chose en plus de déjà tout ce qui est déjà fait par les fondations et toutes les associations aidantes. Et c'est ça que j'ai envie de poser la question. Peut-être qu'elle est en amont, il faudra peut-être voir tout à l'heure à la fin du colloque, mais j'ai envie de vous dire, enfin, il y avait moyen de construire et de penser aux femmes, et on n'y pense pas. Donc on est toujours dans cette minorité.
à tout point de vue. Et on nous laisse là, dedans. Voilà. Déjà, d'un point de vue politique, la prison n'est pas un sujet très sexy, n'est pas un sujet très vendeur. Alors, on a certains politiciens et politiciennes qui se mobilisent vraiment pour le sujet. Il y a d'ailleurs Parc Les Rugons, je crois, qui est présente ici aussi. Il y a certaines personnes qui se mobilisent et qui rendent justement ça un peu visible au niveau politique. Mais il n'y a rien à faire, c'est pas une priorité. Et ça, le nombre de fois où je l'ai entendu quand moi j'arrive à faire ma recherche, bon déjà, les personnes trans, c'est vraiment une petite minorité. Donc, qu'est-ce que vous venez me poser comme question, mademoiselle ? Et la question de genre, mais nombre de fois où j'ai des directeurs de prison qui me disent « Écoutez, moi je suis en train de gérer la question de surpopulation, j'aimerais bien avoir de l'eau courante dans mes cellules et j'ai un problème de punaise dans ma prison. Alors vos questions de genre, je suis désolée, mais on en parlera à un autre moment, mademoiselle. » Et quelque part, je comprends. En fait, le gros problème, c'est que le monde carcéral est en crise permanente. Et cette crise ne fait qu'augmenter avec la surpopulation carcérale. On continue à construire des établissements pénitentiaires, mais ils se remplissent et la population continue à grandir. Donc ça, en soi, ce n'est pas une solution. Et la question du genre, alors, est minime par rapport à d'autres choses, ou est perçue comme telle, en tout cas. Mais donc, il y a le problème de la prison, qui n'est pas un sujet très vendeur politiquement. Et puis, c'est facile, c'est derrière des murs. La prison est très invisible aussi, et j'ai l'impression que c'est en train de se décloîtrer. Et donc, justement, pour ça, je trouve important qu'il y ait ce genre de moment de réflexion. Mais ça reste un milieu, on enferme des gens et après la société n'y pense plus trop. Et c'est beaucoup plus facile de construire des narratifs, de dire ces personnes ont fait tel et tel délit et donc ils ont raison d'être là, on ne se pose pas trop de questions sur ce qu'on fait à l'intérieur. Mais dans un objectif de réinsertion, c'est quand même assez problématique de se dire qu'on les enferme, on jette la clé et puis après on attend de ces personnes de réintégrer la société à la fin de leur peine. Je dois dire que l'administration pénitentiaire sont quand même à l'écoute de nos sujets de recherche. Il y a une cellule qui a été érigée qui s'appelle la cellule Research and Development. Et là, souvent, ce que j'ai comme réponse, ils nous écoutent et on dit oui, c'est intéressant, on sait, mais pas de budget, mais pas de possibilité, mais autre priorité. Donc voilà. Je crois que c'est important qu'on continue à en discuter et de sensibiliser aussi le public au sens large. Mais politiquement, en effet, c'est compliqué. Et vous parliez du niveau communal. Par exemple, le bourgmestre est censé visiter les prisons et est en charge aussi de la sécurité, de l'ordre public et de la santé dans les prisons qui se trouvent sur sa commune, mais on va souvent voir que le bourgmestre ne va que se mobiliser quand il y a des gros problèmes de santé, comme pendant le Covid et autres. Donc ce genre de problème-là, c'est plus difficile à retrouver dans ces compétences-là. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent faire un arrêté pour limiter le nombre de personnes, mais ils ne vont pas savoir changer l'architecture de la prison, par exemple. Donc c'est un sujet complexe et qui demande l'engagement de beaucoup d'acteurs au niveau des associations, au niveau politique, mais ce n'est pas un sujet très vendeur. Alors on va clôturer avec les 2 dernières questions du public. Oui, moi j'avais des questions par rapport à... j'ai vu qu'au niveau des profils, au niveau des assuétudes et les problèmes de dépendance, et j'ai cru comprendre qu'il y avait des trafics de drogue aussi donc je voulais voir justement c'est quoi comme type de produit. Je me doute qu'il doit y avoir une surmédication et en plus il doit y avoir aussi, si j'entends qu'il y a des femmes qui sont enceintes, les symptômes de sevrage, il y a toutes ces problématiques là, donc voilà, je voulais savoir quel type de produit, genre de choses par rapport à ça. Alors clairement, il y a du trafic, oui, lors des visites. Elles savent comment, comme me disent les gardiens, voilà, une femme est une femme, on ne peut pas faire de fouilles à nu, donc voilà, il y a des endroits où on ne peut pas aller, donc voilà, ça rentre lors des visites. Alors je pense qu'elles fument beaucoup, parfois on rentre dans les cellules, on sent voilà, qu'elles ont fumé. Et puis là, dernièrement, il y avait tout un trafic avec des fruits macérés et je ne sais plus quel nom de médicament, je l'ai oublié. Voilà, ça me donnait un produit où, quand elles buvaient ça... Voilà, ça ressemblait un peu de la drogue, donc elles étaient très fâchées parce que du coup, toutes les bouteilles d'eau avec un peu d'orange ou de pomme dedans étaient confisquées, même pour celles qui n'utilisaient pas le médicament. Je ne sais plus le nom du médicament, donc... Du Lyrica, pour l'instant. Du quoi ? C'était du Lyrica, pour l'instant. Oui, je ne sais pas. Pas de la codéine, non, pas de la codéine en tous les cas. Donc voilà, alors ça c'est fort interpellant. Les agents semblent très sensibles à ça, en tous les cas, ils se posent des questions par rapport à ça, mais apparemment ils ne savent pas arrêter, j'ai envie de dire éradiquer même l'entrée de drogue au sein même de la prison. Et je pense que c'est un vrai problème.
Et alors ça crée aussi des problèmes à l'intérieur de la prison, parce que la femme qui a le produit va en vendre aux autres, mais voilà, c'est du deal, hein, c'est du chantage, je te donne ça, mais à condition que tu me donnes ça, et on est reparti dans des histoires très tendues, d'agressivité, de tension, et moi je suis quand même un peu interpellée voilà, moi quand je rentre dans une cellule où clairement la femme a fumé, et au bout de 2 minutes, elle a les yeux, je vois bien les yeux éclatés, et là, les agents, là aussi, sont impuissants. Je pense qu'ils ne savent rien faire. Donc, voilà. Non, puis c'est pas que chez les femmes aussi. Le trafic de drogue est un problème très connu chez les hommes aussi. En effet, ça peut rentrer par les visites. Dans certains cas, ça peut rentrer via le personnel. Et ça peut rentrer aussi, surtout dans les prisons, dans les villes, par les préaux. Il y a tout un problème où les drogues, en fait, sont jetées par-dessus les enceintes de la prison. Ah oui, ça c'est un gros problème, surtout dans les... Et ça, c'est très difficile à contrôler. Voilà, à Saint-Gilles, c'était un très gros problème. À Mons aussi, dans toutes les prisons au cœur des villes. Mais même à Arène, voilà, j'ai déjà entendu des histoires où il y a des gens qui savent lancer des balles de tennis qui ont été ouvertes avec la drogue à l'intérieur. Et puis alors, ils mettent le numéro de cellule ou un numéro de code pour que la personne puisse aller la récupérer, quoi. Mais à ma connaissance, il y a donc des problèmes... Il y a donc déjà des personnes qui rentrent avec des gros problèmes d'assuétude. Donc il y a en effet des personnes qui sont par exemple héroïnomanes, et puis alors qui font un sevrage. Il y a des traitements de méthadone qui sont prévus, mais qui sont sevrage quand même parfois assez rapides, où on peut se poser certaines questions. Il y a un gros problème aussi de médicaments qui sont prescrits, mais des médicaments comme le Lyrica et autres. Ça, c'est une vraie plaie pour l'instant. Ce sont quand même des médicaments qui sont très, très, très puissants. Et quand on arrête d'un moment à l'autre, ça met les personnes dans une situation vraiment particulièrement problématique. Mais donc, et oui, il y a plein de choses qui rentrent en prison malgré tout. Il y a aussi les drogues homemade. Il faut savoir que le tabac, je sais que ce n'est pas vu comme une drogue illicite, mais le tabac est omniprésent en prison. Énormément de personnes fument ou commencent à fumer en prison aussi. Il faut savoir qu'on fume en cellule aussi. Il est impossible de toujours sortir tous les quarts d'heure pour aller fumer sa cigarette. Donc il faut savoir que voilà, c'est quand même une drogue qui est omniprésente en prison, et on peut se poser certaines questions par rapport à la santé de ce niveau-là aussi. Mais oui, très, très grand problème. Mais il y a Louis Favril, encore une fois, l'Université de Gand, qui a effectué plusieurs recherches à ce niveau-là et qui pourra vous documenter sur ce qui est courant et sur les pourcentages. Voilà. Oui, merci. Mon intervention, c'est en continuité avec la personne qui parlait de la sensibilité politique. Donc, quand j'ai travaillé à la Chambre des représentants la législature passée, et j'avais travaillé avec des collègues sur un texte qui était informé par les recherches d'Aurore et des autres chercheuses, Olivia Nederland, et par le travail de terrain de Hiker et d'autres associations, donc qui visait à permettre une meilleure connaissance des réalités et des besoins des femmes et des minorités de genre dans les prisons belges. Et on a eu, en fait, quand on a déposé ce texte, 2 types de réactions. La première, c'est exactement ce qui a été décrit, c'est le côté complètement anecdotique de cette problématique par rapport aux enjeux qu'ont à gérer les administrations et les directeurs de prison, qui n'ont pas le temps de faire de l'espace, de dégager des ressources pour s'occuper de ça, parce qu'en fait, ils ont trop d'autres choses à gérer. Et l'autre type de réaction, c'est que c'était quelque chose de militant, en fait. C'est féministe, limite c'est woke, donc c'était vraiment pas possible d'intéresser une majorité des collègues à cette question, parce que c'était vu comme vraiment quelque chose de beaucoup trop militant, et c'était aussi la substance de l'avis qui avait été remis par l'administration pénitentiaire, donc la DGEPI, qui a remis un avis sur le texte qu'on avait déposé, disait en fait c'est militant ce que vous déposez, donc ok, on peut reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont appuyées par des constats, par de la recherche, mais bon, vous allez quand même vraiment trop loin. Donc voilà, donc je pense que pour réussir à traduire dans des progrès politiques tout ce qui existe comme constat de recherche et de travail de terrain, il faut manifestement, en tout cas pour l'instant, y aller hyper doucement, parce que moi j'ai essayé de faire tout d'un coup et ça n'a pas du tout fonctionné. Tout d'un coup, on demandait que des recherches puissent être menées. On ne disait pas il faut changer toutes les lois et toute l'organisation, on disait on veut pouvoir plus de recherches pour après informer peut-être des nouvelles politiques. Et ça n'a vraiment pas été possible, en tout cas la législature précédente, parce que pas à la hauteur des autres enjeux que rencontraient les prisons et parce que beaucoup trop militants. Donc je n'ai pas de réponse sur comment on peut augmenter ça, parce que les ressources d'information, de faits, elles sont là. Donc c'est juste en effet que la prison n'intéresse pas grand monde.
Oui, ça me fait penser à donc, je travaille pour ICARE, j'interviendrai tout à l'heure, mais le 8 mars, on essaye d'organiser des actions à l'attention des femmes détenues, et en général toutes les personnes en prison sur les droits des femmes. Et donc on va dans une prison où on intervient et on demande à pouvoir afficher une banderole qui reprend les différentes dates importantes dans l'évolution des droits des femmes pour créer la discussion. Et le directeur nous répond: ah non, mais vous comprenez, si on commence à faire un truc pour le 8 mars, la semaine prochaine, on me demande de faire quelque chose pour la journée des passages à niveau. C'est pour dire l'intérêt. Et on demandait juste à afficher une banderole pour discuter, c'était pas woke non plus. Et la réponse, on va pas aussi faire les passages à niveau. Donc il y a quand même un gros travail. Et pour répondre sur la question des drogues, ce qui circule le plus, c'est le cannabis, mais qui est largement toléré par l'administration parce qu'on achète la paix sociale. Beaucoup de cocaïne ces dernières années, ce qui est étonnant parce que c'est un stimulant et du coup, mais qui circule énormément. Ils arrivent à se faire du crack en prison. Et il y a aussi beaucoup, peut-être plus chez les femmes, cette tendance à la psychiatrisation, de la déviance encore une fois, etc. Donc elles ont beaucoup de médicaments et qui vont aussi être trafiqués en prison parce qu'elles n'ont pas forcément confiance en le service médical pour expliquer les médicaments qu'elles prennent. Et donc certaines nous disent qu'en fait, elles font rentrer leurs médicaments en cachette, qu'elles vont éventuellement dealer, alors que les femmes, par ailleurs, pourraient l'avoir légalement en fait, au niveau du service médical, mais il y a tout un problème de confiance et de crainte que les prescriptions soient en fait utilisées après contre elles au niveau du parcours pénal pour leur refuser des aménagements de peine, etc. Donc il y a aussi beaucoup de médicaments hors Lyrica, Rivotril, qu'on retrouve aussi beaucoup chez les hommes. Y avait-il encore des questions ? Non ? Alors on va faire une courte pause de 15 à 20 minutes et on reviendra alors pour la suite avec le film. Merci.